Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. C'est les tuer dans leur essence de capitalisme. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalisme. Tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des raisons de se révolter. Croire qu'un jour, on se réveillera dans un monde merveilleux qui s'appelle anarchie ou communisme, c'est une illusion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire, celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et 1 sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Les ouvriers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'anarchie. Et cette vidéo sera principalement basée sur ce livre, L'anarchie expliquée à mon père, et sur pas mal de reportages et de vidéos que j'ai vues et que je vais d'ailleurs intégrer pour la plupart. Donc pour moi, le seul gros défaut de ce livre, c'est que ce n'est pas une critique globale de l'anarchisme, c'est plus une présentation de ce que c'est que l'anarchie selon des anarchistes. Donc c'est clairement un livre pro-anarchie, mais c'est très intéressant justement de voir des personnes qui vraiment croient en ce courant de pensée, comment ils le présentent. Donc moi dans cette vidéo mon but n'est pas de dire ce que je pense par rapport à l'anarchisme, même si je vais lancer des questions ouvertes parfois où vous pourrez participer en commentaire, mais c'est vraiment de présenter un courant que je trouve très intéressant. Bien sûr toutes les vidéos que je mettrai en extrait seront en barre d'informations et je vais vous présenter les points clés de la vidéo et le minutage. Donc déjà on va s'intéresser à la définition du mot anarchisme, puisque souvent les quiproquos dans la vie de tous les jours sont dus à des mauvaises définitions ou des définitions qui sont en désaccord les uns des autres. Donc déjà si on part pas sur des bases communes ça va pas marcher. Donc la définition selon le Larousse c'est état de trouble, de désordre dû à l'absence d'autorité politique, à la carence des lois. Donc c'est une définition clairement péjorative. Si l'on se réfère à l'étymologie du mot anarchie, en grec ancien, on voit qu'il signifie absence de pouvoir. Ça serait donc un peu rapide de considérer que puisqu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'ordre. Tel est donc le grand défi de l'anarchisme, qui est de montrer qu'une société peut s'organiser de manière ordonnée, mais sans autorité et sans pouvoir. Donc déjà dans l'histoire, les mots anarchisme et démocratie sont plus proches qu'on ne le pense, puisque ils étaient quasiment synonymes, sauf que la démocratie qu'on connaît actuellement n'est pas réellement une démocratie, donc forcément on a du mal à s'imaginer ça, puisque la démocratie ou le pouvoir appartient au peuple. Si on appliquait réellement ça dans l'histoire, eh bien les gens auraient aliéné des propriétés des riches, les territoires, et donc forcément il y aurait eu du désordre, il y aurait eu un chaos, mais ça veut pas dire que c'est négatif. Après moi j'aime bien la définition qui est dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui est négation de toute forme de domination, d'autorité, de hiérarchie, d'inégalité, organiser des rapports sociaux et les relations humaines de manière réellement libre, égale et solidaire. Et je pense que la plupart des anarchistes seraient d'accord sur cette définition. Donc par conséquent c'est un système qui est opposé à l'État et au capitalisme vu que ça fonctionne sur l'exploitation, la domination, l'exclusion, donc forcément ce n'est pas compatible. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obscurité. Seuls 24 en reviendront. Et le but des anarchistes est de supprimer l'autorité et ne pas remplacer l'autorité par une autre. Parce que la plupart des partis politiques et des personnes veulent plutôt remplacer une autorité qui leur déplaise par une autre qui leur plaise plus, tandis que l'anarchisme n'aime pas le principe même d'autorité. Par contre, ce qui rend la tâche compliquée, c'est que dans le système où on est, le dominant ne va pas directement incarner l'oppression. C'est-à-dire que le dominant va être, par exemple, le chef d'État, et l'oppression va être incarnée par les juges, les policiers, etc. Donc au final, tout le monde participe plus ou moins à ce système, et c'est ça qui rend la lutte compliquée.
En plus, ils considèrent qu'il y a de l'esclavagisme visible, tout l'esclavagisme qui est explicite, et l'esclavagisme plus insidieux, c'est-à-dire par exemple les tâches ménagères qui sont plus souvent réalisées par des femmes, mais naturellement, et c'est pas quelque chose qu'on leur demande, mais c'est une pression qui est intériorisée, et si elles ne le font pas, peut-être que personne ne les fera. Donc dans un foyer, elles vont avoir tendance à plus le faire que l'homme, et ça, ils considèrent que c'est justement une forme d'oppression, mais qui est tellement intériorisée qu'on s'en rend même plus compte. Donc il peut y avoir des organisateurs, des animateurs communautaires, mais il faut que leur but soit le bien commun, et c'est pour ça que c'est plus facile à faire à petite échelle, puisqu'ils connaissent chaque membre. Par exemple dans un village, ils connaissent chaque personne et savent comment organiser les réunions, comment faire pour que chacun trouve sa place, et c'est beaucoup plus simple qu'à grande échelle. Et donc être anarchiste, c'est avant tout avoir un sens critique et essayer de garder son libre arbitre par rapport à qu'est-ce qui est de l'oppression et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est beaucoup plus important pour eux d'être et faire collectivement que d'avoir individuellement. Ils trouvent ça totalement absurde de fournir à un petit groupe d'élite le soin de notre sécurité, de notre conduite, et justement ils trouvent que c'est tellement essentiel que ce serait à chacun d'entre nous de vraiment s'investir pour voir ce que l'on doit choisir pour nos vies. Mais comme c'est contraire à l'anarchisme d'imposer sa volonté, les anarchistes ne rêvent pas d'une société entière anarchiste, parce qu'ils savent pertinemment que l'anarchisme est une opposition au pouvoir et que ça restera toujours un bras de fer entre le pouvoir et l'anarchisme. Donc c'est quelque chose que je pense aussi, je pense que c'est très très compliqué de créer une société anarchiste, et que l'anarchisme est là justement pour équilibrer les choses. Impossible, vous n'aurez jamais une société avec une liberté absolue et une égalité parfaite. Oui, je sais. Et alors, l'anarchie, ce n'est pas le paradis sur Terre. On ne croit pas au paradis. Il n'y aura jamais de lutte finale. Mais alors, pourquoi faites-vous tout ça? Parce que l'injustice est révoltante, tout simplement. L'anarchie n'est pas un plan détaillé. L'anarchie, c'est une méthode, une ligne d'horizon, une lutte constante contre toutes les formes de domination. Tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des raisons de se révolter. Croire qu'un jour on se réveillera dans un monde merveilleux qui s'appelle anarchie ou communisme, c'est une illusion. Donc maintenant je vais vous présenter les différents types d'anarchisme qu'il existe, même s'il en existe des tonnes, puisqu'il suffit de mettre le préfixe anarcho devant autre chose et ça y est, ça forme un nouveau courant. Donc déjà nous avons l'anarcho-communisme ou communisme libertaire, qui bien sûr est basé sur le communisme, de chacun ses moyens à chacun ses besoins, et aussi sur l'anarchisme qui a envie d'une liberté politique maximale avec une démocratie directe, des plans d'autogestion, etc. Oh, communiste libertaire, et utiliser le drapeau rouge et noir. Mais au-delà des symboles, tu crois vraiment que l'Union des Repúblicas Socialistas Soviéticas de Staline a un quelque rapport avec les idéaux anarchistes? Oui, évidemment, si vous êtes communiste. Le communisme, c'est Staline, c'est la Corée du Nord, c'est Cuba, et c'est 500 milliards de morts. Aïe, toutes ces bêtises, c'est insupportable. Cette confusion me fait beaucoup de peine, car Staline et tous ceux qu'on appelait les communistes autoritaires ont souvent persécuté les communistes anti-autoritaires, c'est-à-dire les anarchistes. L'hégémonie de la classe dominante, c'est d'arriver à nous faire accepter son récit du réel. Et cette confusion en fait partie. Et souvent ils vont appliquer le principe du municipalisme libertaire, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir par région, par commune ou par village pour pouvoir faire des assemblées et prendre des décisions plus ciblées aux problématiques de la région. Et donc pour l'anarcho-communisme, c'est très important de passer par une forme de révolution, ou alors dans tous les cas une aliénation des propriétés des riches, puisque selon eux c'est après avoir fait ça qu'on pourra tout reconstruire. Et bien sûr, ils considèrent que les communes, les quartiers pourront se fédérer pour former quelque chose de plus grand, mais qu'elles doivent quand même garder leur indépendance. Maintenant, je vais vous résumer l'anarcho-syndicalisme, et ce sera un résumé très grossier et je m'en excuse, mais vous pouvez faire vos recherches par vous-même puisque j'essaye d'un peu tout résumer et forcément j'oublie des informations très importantes, ou parfois je les ai en tête mais je me dis que la vidéo va durer trop longtemps. Justement dans ces lieux de travail que la lutte doit naître, que la révolte doit naître, et ils pensent justement à des grèves, à des luttes armées, tout ça pour faire tomber le système capitaliste, pour que tous les salariés, tout le peuple puissent s'emparer des moyens de production et les autogérer. Ensuite nous avons les insurrectionnalistes, ce sont des personnes qui cherchent constamment la confrontation avec les policiers, l'État et toute représentation du pouvoir dans le but de créer l'étincelle qui va mener à une révolte, quelle qu'elle soit, mais c'est vraiment des gens qui essayent d'aboutir à une révolte générale.
Ensuite, nous avons l'anarchisme individualiste qui a un sens un peu plus profond que ce que je vais dire maintenant, donc peut-être que ça va paraître tout beau tout rose, mais faut plus s'intéresser justement à ce mouvement pour mieux le comprendre. Et les anarchistes individualistes considèrent que le bien-être collectif passe premièrement par le bien-être individuel, donc il faut justement qu'on ait un maximum de liberté individuelle pour être bien dans sa peau et que le collectif aille bien. Donc maintenant je vais vous présenter des figures marquantes de l'anarchisme, même si ce n'est pas du tout le but de l'anarchisme de mettre en avant des personnes, mais c'est plus des idées qu'ils ont envie de mettre en avant, mais j'avais quand même envie de souligner parce qu'ils se sont battus avec leurs plumes ou même physiquement pour leurs idées, et justement je trouve que c'est quand même un hommage à leur faire. La première figure de l'anarchisme dont on va parler, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Donc c'est lui qui a théorisé le mutualisme. Le mutualisme consiste à prôner des relations économiques qui sont les plus égales possibles, les prix étant basés sur la quantité de travail nécessaire à la production. Aussi partisan du fédéralisme. Donc le fédéralisme, c'est un système d'organisation, d'administration qui fait que l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés des compétences constitutionnelles. Michel est une institutrice et à la fois une militante anarchiste franc-maçonne. Elle aborde des idées féministes et assez en avance sur son temps. Elle sera la première à brandir un drapeau noir qui deviendra par la suite un symbole de l'anarchisme. Michel Bakounine est né dans le gouvernement de Tver, qui était une division administrative de l'Empire russe. Il est une figure révolutionnaire, c'est un anarchiste qui a posé vraiment les écrits et les fondements du socialisme libertaire. Dans ses écrits, il parle beaucoup du rôle de l'État. Kropotkin est né en Russie, comme Michel Bakounine, et il le rencontra d'ailleurs dans le Jura. Il adopta assez rapidement les mêmes idées libertaires. Lorsqu'il est de retour en Russie avec d'autres intellectuels, il essaye d'influencer les masses afin d'aboutir à une révolution sociale. Donc maintenant je vais parler de l'anarchisme et de la violence vu que les deux sont souvent associés, et la représentation la plus actuelle je dirais c'est les Black Blocs, étant donné qu'ils font beaucoup de destruction matérielle et certains considèrent ça comme de la violence, certains autres non, mais ce que les anarchistes reprochent aux médias c'est qu'ils mettent beaucoup plus en avant les dégâts causés par les Black Blocs que ce qui les a poussés à créer ces dégâts, toute la haine intériorisée, justement tout ce rejet du système. Car justement ils considèrent que c'est la violence du système qui les a poussés à faire ces actes. Donc est-ce que les Black Blocs ont au final une mauvaise communication, ou est-ce que ce sont les médias qui ne vont pas à l'essentiel, ou alors les deux, il n'y a pas vraiment de réponse claire à ça? Dans tous les cas, user de la violence est vraiment très débattu au sein même du réseau anarchiste, il y en a beaucoup qui sont contre, et c'est souvent mal compris de l'ensemble de la population, donc on pourrait se dire que c'est pas forcément le message le plus optimal, mais il y en a certains qui ne voient pas l'anarchisme sans la violence, parce que justement ils considèrent qu'il faut répondre à la violence par la violence pour instaurer quelque chose de meilleur. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe, et vous trouverez jamais des anarchistes d'accord sur ce sujet. Mais certains anarchistes condamnent cette violence puisqu'ils considèrent qu'elle est oppressante et dominatrice par nature, donc ce serait contre leurs principes. Et dans tous les cas, les anarchistes considèrent que depuis qu'on a montré que la propriété était un vol, il n'y a pas plus voleurs que les propriétaires. Donc pour eux, venir voler justement des propriétés, c'est pas vraiment vu comme un vol en soi, c'est vu plus comme une expropriation tant que la personne qui les vole n'a pas pour but d'accumuler des richesses et d'accumuler des propriétés. Ils voient vraiment le capitalisme comme un vampire, et donc Louise Michel disait « La fin du vol éternellement commis par les privilégiés et stupidement accepté par les foules ». Donc maintenant on va passer à un peu d'histoire. Saviez-vous que la journée internationale des travailleurs et travailleuses le 1er mai était liée à la lutte anarchiste ? En effet, la manifestation Haymarket a eu lieu le 4 mai contre les violences policières suite à celles qui ont eu lieu le 1er mai lors de la grève des journées de 8 heures. Des policiers ont chargé dans la foule et tué une personne et ont blessé une dizaine d'autres. Le 4 mai, il y a eu de nouveau une charge policière dans la foule, mais un individu a jeté une bombe dans la masse policière et en a tué un sur le coup. Les anarchistes seront les premiers accusés, condamnés et pendus pour exemple. Gilus Grinel déclare ainsi lors de ses instructions au jury « Il n'y a qu'un pas de la République à l'anarchie. C'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes. Faites d'eux un exemple. Faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie ou non. » Ce procès provoquera l'indignation et un mouvement de solidarité internationale.
Et je pense qu'il est important de rappeler la normalité début 20e qu'un enseignant frappe son élève, la différence des droits entre un homme et une femme, l'homosexualité qui est considérée comme une maladie ou un crime, et le temps de travail vraiment énorme des ouvriers. Dès le 19e siècle, les anarchistes étaient vraiment déjà en avance sur leur temps, car ils proposaient déjà des écoles mixtes et une éducation intégrale, culturelle, manuelle, intellectuelle. La priorité étant de savoir lire, des cercles de lecture principalement en Amérique du Sud pour lire à haute voix des journaux et des livres dans les universités ont été installés, surtout dans les universités populaires. Favoriser l'autogestion par les élèves, plus de poids dans les décisions. Donc maintenant on va parler des luttes anarchistes. Donc déjà dans le livre que je vous ai présenté, il revêt principalement 6 formes d'autorité. Donc déjà l'autorité parentale, l'État, la religion, le patriarcat, le patronat et l'argent. Donc déjà forcément les anarchistes dans l'histoire ont beaucoup lutté pour le droit des femmes, même si tous les anarchistes n'étaient pas forcément vraiment féministes, puisqu'il y en avait qui étaient totalement en accord avec les mœurs de leur temps. Donc voilà, il y a des exemples d'ailleurs assez connus de personnes anarchistes qui étaient profondément sexistes. Mais c'est quand même une lutte qui a beaucoup marqué l'anarchisme, et j'utilisais pas trop le mot féminisme parce que dans l'histoire ça a été un mot qui a beaucoup été utilisé par la bourgeoisie et beaucoup moins par tout ce qui était prolétariat, mais après ça a évolué au fur et à mesure du temps. Ensuite nous avons l'anarcho-écologisme. Bon bien sûr comme je disais on met le préfixe anarcho et après ça va devant tout comme l'anarcho-féminisme, anarcho-écologisme, sauf que je vois pas trop l'intérêt d'inventer autant de mots, tandis que normalement quand on est anarchiste on est quand même plus ou moins lié à toutes ces luttes. Et donc les anarchistes par nature sont normalement antispécistes vu que ils ne considèrent pas qu'il y ait de hiérarchie entre les humains et les autres animaux par exemple, et donc ils ne considèrent pas qu'il y a la pyramide avec l'humain en haut et les autres animaux en dessous. Et ils incluent vraiment l'homme dans la nature parce que la plupart des gens considèrent qu'il y a l'homme et il y a la nature, tandis que les anarchistes considèrent que c'est un tout. Mais lorsqu'ils font de l'activisme dans ce sens, ils ont souvent été considérés comme des écoterrorismes parce que par exemple ils allaient libérer des poules pondeuses ou par exemple Sea Shepherd qui fait beaucoup d'actions qui sont considérées comme de l'écoterrorisme. Alors pourquoi les anarchistes sont autant contre la police actuellement? C'est tout simplement parce que la police telle qu'on la connaît à ce jour a été inventée au 19e siècle pour protéger les propriétés des riches et elle n'existe que pour préserver le statut de dominant et de dominé et pas pour autre chose, même si on a cette image justement du policier dans les films etc qui est toujours le sauveur, mais souvent c'est uniquement justement pour éviter que des personnes pauvres volent des riches, mais personne ne naît voleur. Les anarchistes considèrent qu'on le devient et que justement c'est la violence du système qui s'imprime en nous et qui fait qu'on est obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait de nature parce qu'on est clairement désavantagé dans la vie. Mais c'est pas pour autant que les anarchistes considèrent qu'il n'y aura plus aucun problème si on vivait dans une société égalitaire. Ils sont pas non plus naïfs et juste ils pensent que ce serait à nous de tout autogérer à petite échelle. C'est-à-dire que si quelqu'un fait par exemple un crime, eh bien c'est à nous de choisir, par exemple si on représente le village et que c'est quelqu'un de notre village qui a fait ce crime, quel sera son sort, s'il sera exilé, s'il aura une thérapie, si autre, enfin il y a plein de possibilités. Mais globalement ils sont contre la prison puisqu'ils considèrent que c'est une école du crime et on le voit bien avec le confinement des personnes qui sont confinées au final chez eux qui commencent à développer des idées noires ou clairement devenir une autre personne, donc ils considèrent que la prison ça empire clairement l'état des gens. Donc maintenant je vais vous parler de la différence entre l'anarchisme et le communisme. Donc déjà ils ont un gros point commun, c'est que tous les deux veulent répartir les ressources entre les individus, sauf que la différence c'est que le communisme ne répartit pas le pouvoir reste à l'État, tandis que l'anarchisme a aussi envie de répartir le pouvoir au même titre que les ressources. Et d'ailleurs, anarchistes comme communistes vous diront que le but n'est pas d'abolir la richesse, mais plus d'abolir la pauvreté. Mais la plupart des gens que je connais et des occidentaux n'aiment pas du tout le communisme puisqu'ils en ont une mauvaise image, étant donné que dans son application ça ne correspondait pas du tout à la théorie, déjà si on approuve la théorie, et en plus on peut se dire mais est-ce qu'au final le communisme c'est l'application du communisme comme il est ou c'est la théorie, puisque comme il y a un écart on ne sait pas lequel est le bon communisme et est-ce que le communisme est vraiment viable? Parce que si on est dans cette mondialisation, ce capitalisme, au final on va finir comme la Chine qui est un pays communiste mais à économie de marché, qui est vraiment la plus grosse blague, c'est totalement absurde. Alors on va maintenant aborder le sujet du vote, vu que les anarchistes ne votent pas en général et je vais expliquer pourquoi, enfin du moins ce que j'ai compris, mais déjà je pense que
Pour essayer de mettre les choses au clair, la plupart des gens considèrent que leur liberté, c'est de donner le pouvoir de prendre des décisions pour leur vie à quelqu'un d'autre. Et pour eux, c'est ça leur liberté, c'est de donner les décisions les plus importantes de leur vie à une autre personne, à un tiers, qui va décider d'ailleurs pour la population globale. Et ça, ils trouvent ça totalement absurde. Surtout que dans nos sociétés néolibérales, au final, on est poussé justement à se retrancher dans notre vie privée, à faire du développement personnel. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus sur certaines absurdités du développement personnel, ou à vraiment se concentrer sur soi et pas sur la collectivité. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'on est dans cette collectivité et que justement toutes les décisions de cette collectivité vont nous impacter et vraiment nous les premiers. Donc au final, si on veut vraiment s'intéresser à nous, à nos libertés, eh bien il faut s'intéresser à la collectivité. Et je pense que pour mieux comprendre l'absurdité du vote actuellement, il vaut mieux regarder la vidéo du chat sceptique sur le vote que je vous mettrai dans le petit, qui est vraiment nécessaire selon moi pour comprendre justement tout ce système et pourquoi les anarchistes sont contre le vote qui se passe actuellement. Bien sûr, ils sont pas contre le système de voter, mais ils aimeraient bien voter pour des idées plutôt que pour des personnes. Et en plus, actuellement, notre manière de compter les bulletins de vote peut déterminer si c'est une personne ou une autre qui va être élue. Et c'est vraiment d'une absurdité sans nom, puisque normalement on devrait être sûr de la personne qui va être élue, sauf que si la manière de compter les votes ou le nombre de tours qu'on fait fait que le résultat est différent, on se dit à quoi ça sert de voter. Donc au final, si les anarchistes ne votent pas, c'est pas parce qu'ils sont désintéressés de la politique, c'est tout l'inverse. Justement, ils considèrent que la politique ne doit pas se restreindre à un vote tous les 5 ans pour élire quelqu'un qui va nous diriger pendant 5 ans. Et ils aimeraient bien qu'il y ait plus de votes directs pour des idées, comme des référendums, mais c'est quelque chose qui se passe extrêmement rarement en France, et c'est quelque chose de lourd à organiser, donc forcément à l'échelle nationale c'est compliqué de prendre des décisions, et c'est pour ça qu'ils aimeraient bien faire plus de regroupements locaux. Ils aimeraient bien prendre le plus de décisions possible par consensus, mais forcément plus on est nombreux, plus c'est compliqué d'atteindre le consensus. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que lorsqu'on ne vote pas, on est mis dans la même case que les personnes qui sont désintéressées de la politique. Et du coup, il est dur de savoir si les personnes ne votent pas par désintérêt, ou justement parce qu'ils sont contre le système. Et en plus, comme les votes blancs ne sont pas pris en compte, ça c'est vraiment aussi une autre grosse blague, eh bien on peut pas du tout montrer si on est totalement en désaccord avec les personnes qui se présentent ou avec le système. Donc maintenant on va parler du futur et de l'application de l'anarchisme dans le futur. Donc les anarchistes aimeraient vraiment beaucoup avoir des agoras formelles et informelles justement à petite échelle. Ensuite, dans les organisations militantes, ils considèrent qu'il faut qu'il y ait des mécanismes qui réduisent l'influence du pouvoir. Par exemple, s'il y a un porte-parole, il faudrait qu'il tourne. Parce qu'ils considèrent que les humains sont forcément pervertis à un moment ou à un autre par le pouvoir. Et donc c'est important de tourner pour ne pas qu'on prenne la grosse tête. Bon, après, une question que moi je me pose par rapport à ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont mieux qualifiées, par exemple, pour être le porte-parole que d'autres. Et donc je me dis que si on roule tout le temps, au bout d'un moment, il y aura un souci parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les capacités de rassembler les foules, de faire passer un message. Donc je pense que ce serait mieux de faire un roulement entre uniquement des personnes qui ont cette capacité là, mais le temps qu'on s'habitue justement à ce rôle, ça permet aussi de s'améliorer. Donc ça me fait me poser pas mal de questions par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas, mais je comprends totalement le principe d'amoindrir l'effet du pouvoir. Bien sûr, les tâches seraient volontaires, et puis il y aurait aussi un anonymat des textes puisque les idées priment sur la personne. Les anarchistes se font souvent qualifier d'optimistes, mais ils disent que justement il n'y a pas plus pessimiste qu'eux, puisque des personnes optimistes considéraient que l'homme est bon, mais alors il n'y aurait pas d'abus de pouvoir par des chefs qui commenceraient justement à avoir le pouvoir qui leur monte à la tête. Donc maintenant je pense qu'il est temps de nuancer un peu par rapport à l'autorité, étant donné que les anarchistes ne rejettent pas non plus tout type d'autorité, ils rejettent vraiment l'autorité qui les contraint, qui les oppresse ou qui leur crée des inégalités. Ce qui est au final le problème de toute structure hiérarchique, puisque je cite « La déférence et le mensonge s'installent parce qu'on sait que c'est le supérieur qui a le pouvoir de récompenser et de punir ». Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas respecter les personnes qui ont un savoir-faire et de l'expertise. Par exemple, il y avait Bakounine qui disait « Je m'incline devant l'autorité des hommes spéciaux parce qu'elle m'est imposée par ma propre raison ». C'est comme l'autorité parentale, en soi elle n'est pas mauvaise en soi vu que c'est l'ensemble des droits et des devoirs qui ont pour but l'intérêt de l'enfant. C'est essayer de former son libre arbitre pour qu'il soit prêt à affronter la vie un jour. Et selon moi c'est aussi le rôle en théorie de l'école au final, tout ce que je viens de dire. Ils aimeraient qu'il y ait beaucoup plus d'installations de prix libres, ce qui permettrait aussi aux personnes les plus démunies de faire selon leurs moyens. Par exemple, j'avais vu ça pour un monastère qui disait qu'on pouvait partager leurs repas et qu'ensuite c'était à nous de donner ce qui nous semblait juste.
Et donc bien sûr, si on reste un peu réaliste, on se rend bien compte que l'anarchisme est impossible à mettre en place sur l'ensemble de la planète, surtout si on prend en compte tout le travail qui est fait presque gratuitement et par presque de l'esclavagisme par des enfants, des femmes, des hommes, par exemple pour nos vêtements qu'on achète 3 fois rien, et bien on se rend compte que si on voulait vraiment que ces personnes aient des qualités de vie décentes, eh bien il y aurait tout un système qui serait différent et on pourrait pas acheter des vêtements aussi peu chers, donc il faudrait vraiment tout revoir. Mais d'un autre côté, si on cherche un système sans faille, on le trouvera jamais et il ne faut pas non plus rester bloqué à certaines incohérences ou à certains problèmes puisque le système actuel en a aussi. J'avais vu dans le livre que j'ai lu qu'il disait que pour une organisation anarchiste, il faudrait qu'elle soit déjà volontaire, donc on puisse sortir et rentrer quand on veut, qu'elle soit aussi fonctionnelle puisque il faut s'attarder sur des enjeux concrets, qu'elle soit temporaire pour éviter les jeux de pouvoir et de petite taille pour pouvoir permettre le face-à-face entre les gens. Donc maintenant je vais passer à tous les questionnements que je me suis fait à titre personnel. Par contre, quelque chose qui m'a dérangé dans le livre, c'est qu'ils mettent dans le même panier un facteur, un professeur, un président, et selon moi c'est pas du tout le même ordre de grandeur, même s'ils disaient que c'était différent, mais ils les mettent dans la classe dominante qui justement vit sur l'exploitation du reste de la population. Et selon moi, un facteur ou un professeur, il est dans la même galère que les autres qui n'ont pas un salaire super élevé, donc je trouve ça très étonnant en fait de les mettre dans la même classe, la classe des dominants avec le président. Pour moi c'est une absence de lien avec la réalité et le terrain, et surtout que en soi l'anarchisme ne voit pas le problème avec la redistribution de l'argent, donc je vois pas pourquoi dans ce cas-là, pour les professeurs, pour les facteurs, ils trouvent que c'est une exploitation du reste de la population, tandis qu'il y a plein de modèles qui sont théorisés par des personnes anarchistes qui justement mettent en commun de l'argent pour pouvoir le redistribuer, donc je vois vraiment pas le problème personnellement. Ensuite, une autre question que je me posais, c'était par rapport au fainéantisme, étant donné que on te donne par rapport à tes besoins et non par rapport au travail que tu fournis, comme pour le communisme dans l'idéologie anarchiste. Et du coup, je me dis, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas attiser la fainéantise ? Même si forcément à petite échelle, si tu crois en un projet, tu vas t'investir, mais si c'est à grande échelle et que t'es né dedans, eh bien, est-ce que tu vas pas avoir naturellement l'envie de profiter du système ? Donc c'est une question que je me pose et on pourra jamais vraiment le vérifier. Il y en a qui diront que oui, il y en a qui diront que non, et même ceux qui disent que oui diront qu'il y aura toujours des gens qui profiteront du système, qu'on soit dans un système capitaliste ou anarchiste. Donc est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Mais c'est vrai que comme j'ai toujours vécu dans un système capitaliste, j'ai du mal à me l'imaginer. Une autre question que je me posais, que les auteurs se sont posés dans le livre, c'est au final à qui s'attaquer ? Parce que si on a envie de combattre l'autorité, si on veut combattre le capitalisme, qui sont ses représentants ? En fait, on en est tous un petit peu les représentants, ceux qui vont être dans les engrenages et ceux qui les créent. Donc c'est assez complexe et on ne sait pas trop à qui s'attaquer. C'est pas comme un dictateur qui représente l'autorité ultime. Là, c'est un peu tout le monde, c'est un concept un peu volant, un peu flou. Donc pour conclure, comme les personnes du livre le disaient, les anarchistes disent qu'ils ont un certain pessimisme combatif parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura jamais d'anarchisme sur une grande échelle, mais ils se battent quand même pour un monde meilleur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.